l'entrée maintenant, on va le dire comme ça, fracassante de nos amis de la BNI, la Banque nationale d'investissement, qui a bien voulu sponsoriser cette première édition du salon de l'investissement. Et ça rime, hein. Banque nationale d'investissement, salon de l'investissement. Je regarde rapidement pour trouver le thème de leur atelier. Ah, thème là aussi, on va voir. Très bien. Je n'ai pas le thème, mais j'ai ce qui est écrit ici. Madame la Bénie, vous êtes prêts? Vous êtes ready? Vous pouvez venir? Vous êtes combien? 3, très bien. Venez s'il vous plaît, je crois qu'on a 3 sièges déjà. Donc l'atelier se fera en 1 heure. Ils n'ont pas précisé les contours de la thématique sur laquelle ils vont nous édifier. On va découvrir tous ensemble. Hein. Et juste après nos amis de la Béni, on aura le dernier panel dont le thème est autonomisation des femmes et des jeunes, inclusion financière, des leviers pour une croissance inclusive et durable, avec des panélistes comme M. Marc Levesque, Manon Koulibaly, Assedou Konaté et bien sûr Mme Sonia Barbaria. Vous allez vous installer? Ah, bonjour, bonne arrivée. On va vous permettre de vous présenter et je vais vous laisser en compagnie du public. Allez-y. Bon, il n'y a pas de dame. On avait dit la dame commence d'abord. Mais bon. Merci. Allez-y, oui. Bonjour à tous. Je suis. Bonjour à tous. Non, c'est faible. Hein. Bonjour à tous. Très bien. Non, c'est bonsoir après. On est le soir. Bonsoir à tous. Ah, allez-y. Alors, ici, M. Julien Aka, je suis responsable marché des capitaux à BNI Finance. Très bien, monsieur Aka. Très bien. Je suis Samuel Blé, chargé d'affaires professionnelles à la BNI. Chargé de D'affaires professionnelles à la BNI. D'accord. Est-ce que c'est ouvert? Il a ouvert pour tout le monde, sauf pour vous. Bonsoir à tous, je suis Isaac Camara, directeur commercial et marketing de BNI Gestion. Très bien. Et donc, ça se fera en combien de temps? 1 heure? Oui, en 1 heure. En 1 heure. Et après, on va prendre un lot de 5 questions pour clôturer. On est bon? On est bon. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions, mais il faut que déjà le thème de l'atelier, c'est. Je pense qu'en fait, c'est de parler des activités de BNI. Très bien, on est bon. Est-ce qu'on peut leur faire des applaudissements? Une manière de les encourager. Et tout à l'heure, on revient pour le dernier. Alors, bonjour à tous encore. Nous sommes là pour vous présenter notre institution qui est la BNI, sponsor officiel de l'événement. Alors, pour vous dire, nous sommes un organisme financier incontournable ici en Côte d'Ivoire depuis 65 ans déjà. Et à cela, nous avons un réseau d'agences de 57, 160 GAB sur toutes les zones des territoires, je vais dire le plus important, sur la place. Et un pack de terminal de paiement électronique qui va croissant dans tous les commerces. Nous avons aussi 6 espaces digitaux pour nous rapprocher et rendre autonomes les consommateurs, donc la population. En somme, la BNI est la banque, je vais dire, nationale de l'investissement. Alors, pour cela, nous avons aussi une panoplie d'offres, une gamme de produits diversifiés qui
part du découvert bancaire jusqu'à la facturage. Alors, le découvert bancaire, nous avons le découvert bancaire, nous avons les avances sur facture, les avances sur compte commande. Nous avons aussi notre dernier qui est le petit bail. À côté de tout cela aussi, nous avons la gestion d'actifs qui est menée par les deux filiales qui sont BNI Finance et BNI Gestion, représentées ici par M. Isaac Camara et Julien Aka. Voilà. Nous sommes, si vous voulez, l'une des institutions financières qui accompagne, je vais dire de façon efficiente et efficace le développement de ce pays. Et nous sommes au cœur justement de toutes les préoccupations présentées par les jeunes entrepreneurs et même les plus grands. Alors, à ce salon-là, nous venons éventuellement pour écouter les besoins et puis apporter des solutions. Notre mission première est celle effectivement d'accompagner les jeunes entrepreneurs et même les grands pour que, si vous voulez, le développement soit effectif ici en Côte d'Ivoire. Voilà un peu pour la présentation de l'institution et je passe la parole à M. Isaac qui aura quelques mots à dire. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais parler de BNI Gestion, qui est une filiale de BNI et qui est spécialisée dans la gestion d'actifs. BNI Gestion a été créée en 2008 et aujourd'hui a un capital de plus de 11 milliards. Le principe de BNI Gestion, c'est d'apporter des solutions de placement pour les populations. Donc ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises, ça peut être des institutionnels. Voilà. Le principe de BNI Gestion, c'est la création de fonds communs de placement. Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement? C'est un véhicule dans lequel on va permettre aux particuliers d'investir sur les marchés financiers. Ça va être une facilité pour le particulier qui ne maîtrise pas forcément les arcanes des marchés financiers, les produits financiers, les actions, les obligations, de pouvoir investir dans des parts de fonds communs de placement et pouvoir profiter de la performance des marchés financiers. BNI Gestion aujourd'hui a 8 fonds, 2 fonds actions, 1 fonds obligataire, 3 fonds dédiés aux entreprises. Ce sont des fonds dédiés au personnel de certaines entreprises et ces fonds en fait ont pour but de permettre aux employés de ces entreprises d'investir jusqu'à la retraite et de pouvoir bénéficier d'un capital lorsqu'ils partiront en retraite. On a aussi 2 fonds éthiques. Les problématiques d'éthique sont de plus en plus importantes. Donc on parle de RSE, on parle de problématiques de fonds halal, de fonds islamiques, voilà. Donc on a 2 fonds, un à dominante catholique et un à dominante musulmane. On a aussi un fonds obligataire qui est destiné à des personnes qui ont des propensions à prendre des risques très moindres. Ce qui est important aussi dans l'investissement financier, c'est l'appétit que le porteur va prendre pour investir. Est-ce qu'il veut prendre du risque? Est-ce qu'il ne veut pas prendre du risque? Donc en fonction de ces situations, on a des produits qui sont plus adaptés à des personnes qui ont plus envie de prendre de risques. Là, ils vont maximiser leurs profits, mais aussi avoir des gros risques de perte. Et pour des personnes qui veulent minimiser leur risque, ils vont avoir un profit modéré, mais au moins ils ne vont pas perdre leur capital. Donc voilà, BNI Gestion aujourd'hui a 8 fonds qu'on commercialise. Je ne savais pas si on pouvait passer la présentation. Je ne sais pas si elle a prévu de passer la présentation, Sophie. Je sais pas. C'est pas grave. Je voulais faire un focus sur un de nos produits, qui est le produit Oblig Sécurité, qui est un fonds à dominante obligataire. Une obligation, c'est quoi? Déjà, je pense que est-ce que ça parle à tout le monde ici ou pas du tout? Ça vous parle une obligation? Oui ou non? Oui? D'accord, ok.
Donc c'est un fonds obligataire, à dominante obligataire, il est composé à 90% d'obligations et à 10% d'actions. Donc c'est quelque chose qui est assez sécurisé, il va se calquer sur la performance des obligations et principalement ça va être des obligations de l'État de Côte d'Ivoire, ça va être des obligations de l'État du Sénégal, l'État du Bénin, voilà, c'est des choses assez sécurisées. On va de temps en temps aller sur des obligations de société lorsqu'il y a des émissions et après on va bénéficier d'un surplus de performance au niveau des 10% qu'on va allouer aux actions. Et ça va être des actions qui versent des dividendes régulièrement et qui ont une position dominante sur leur marché. Donc ça va être des valeurs bancaires, des valeurs télécom, tout ça. Ce fonds, il est très bien adapté donc, pour les personnes qui n'ont pas envie de prendre de risques. Il a une croissance qui est assez stable. On va dire qu'il va faire du 6-7% par an. Donc ça reste quelque chose d'assez intéressant. Et aujourd'hui, la part est au-dessous de 10 000 francs. Donc ça veut dire que quelqu'un, le lambda, peut investir 20 000, 30 000 et investir au fur et à mesure et peut se constituer un portefeuille conséquent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce fonds? En termes d'horizon de placement, on va partir sur un minimum 3 ans, un maximum 5 ans. Voilà un peu, bon, je pense que j'ai fait le tour. Je passe la main à Julien Accard de BNI Finance. Merci Isaac. Alors dans la même veine qu'Isaac, au niveau des BNI Finance déjà c'est une société de gestion et d'intermédiation. Voilà, on appelle généralement SGI, société de gestion et d'intermédiation. Donc nous faisons l'intermédiation boursière pour tous les investisseurs. Alors, au niveau de notre structure, nous avons 3 principaux pôles d'activité. Le capital market, qui s'occupe de tout ce qui est opération de levée de fonds et également de placement, donc de desk trading, proprement dit, c'est-à-dire qu'on fait des opérations le day-to-day au niveau de la bourse. Donc, en tant qu'investisseur, par exemple, vous venez, vous ouvrez un compte titre chez nous et on achète des actions pour vous à la bourse, en fait. Et on vous ouvre un compte titre dans lequel on va bien entendu domicilier ces titres. Vous allez les voir sur votre portefeuille, tel que vous avez au niveau de la banque, vous avez des relevés de compte bancaire, vous avez aussi un relevé de compte titre qui retrace tout ce que vous détenez comme titre financier. Au niveau des titres financiers, déjà, comme Isaac le disait tantôt, au niveau de notre marché de la BRDM, il y a principalement, on va dire, 3 différents types de produits en fait. Donc les actions, les obligations et les fonds comme les placements. Pour l'instant. Après, quand le marché va mieux se développer, on ira sur les produits dérivés qui sont beaucoup plus sophistiqués. Mais pour l'instant, ce sont les actions, les obligations et les fonds comme placement. Alors, l'action, c'est un type de propriété. Je sais que vous savez déjà ce que c'est qu'une action. Pour l'obligation aussi, on s'est posé la question. Je n'ai pas eu de réponse, donc je suppose que vous savez ce que c'est qu'une obligation également, qui est un type de créance. Donc, quand vous achetez une obligation, c'est comme si vous prêtez de l'argent l'émetteur, à celui qui met l'obligation en fait. Et il vous rembourse le capital et il paie des intérêts là-dessus. C'est comme ça que fonctionne l'obligation. L'action par contre, qui est un type de propriété, quand vous êtes actionnaire d'une société, c'est comme si vous êtes propriétaire de la société en fait. Mais bien entendu, l'équivalent du niveau de capital que vous détenez. Donc, vous allez voir dans une société, on va dire telle personne détient 80% des actions ou bien 10% des actions. C'est en termes de répartition du capital. Donc, la rémunération de l'actionnaire, c'est généralement les dividendes. Donc, quand l'entreprise fait son bilan financier, il clôture l'exercice et quand il décide de réinvestir une partie du bénéfice sous forme de dividendes, vous avez droit aux dividendes en tant qu'actionnaire. Après, il peut aussi avoir des plus-values, c'est lorsque le prix de l'action augmente et vous vendez l'action. Vous allez vendre avec une marge, donc vous pouvez faire de l'argent en termes de plus-value. Donc, le premier pôle, comme je disais, c'est le capital market. Donc, on fait tout ce qui est trading, tout ce qui est levé de fonds au niveau du marché primaire. Quand une société veut se faire coter en bourse et qu'elle veut émettre ses actions sur le marché primaire, on structure ce type d'opération également pour faire l'acquisition sur le marché primaire d'abord. Et on fait aussi des négociations sur le marché secondaire. Donc, chaque jour, on a des journées de cotation boursière. Le deuxième pôle d'activité, c'est l'ingénierie. Donc, on fait aussi l'ingénierie. L'ingénierie, c'est tout ce qui est conseil. Donc, vous êtes une entreprise ou bien même l'État.
Étant donné que BNI est une structure de l'État, donc on accompagne beaucoup l'État du Côte d'Ivoire. Voilà, sur tout ce qui est opération de levée des fonds, les TPCI, je ne sais pas si vous avez déjà reçu les panneaux publicitaires, pas d'emprunt obligataire et autres. On aide l'État à pouvoir lever les fonds sur le marché financier, et également sur le marché monétaire d'ailleurs. Et le troisième pôle d'activité, c'est l'activité de custody. Custody, c'est, si vous voulez, l'activité de conservation des titres. Donc on fait aussi le service aux émetteurs. Donc vous êtes une société qui est cotée en bourse, comme Orange par exemple, il faudrait que vos actions qui sont cotées en bourse soient suivies par une société de gestion avec d'intermédiation qui fait un service donc, aux émetteurs, qui vous envoie le point de tous ceux qui détiennent les actions par exemple, et qui organise l'Assemblée générale également pour vous, de sorte que toutes les révolutions, tout ce qu'il y a comme vote après et tout, c'est la société de gestion qui organise cela. Donc voici un peu les trois pôles d'activité que nous avons au niveau de BNI Finance. Maintenant, pour dire, peut-être si je dois ajouter quelque chose, c'est que BNI Finance existe, on va dire, depuis 1999 déjà. Ils ont eu leur agrément en tant que société de gestion et d'intermédiation. Nous sommes société SA avec un capital de 1 milliard de francs CFA. Bon, là, je parle de façon succincte pour expliquer un peu ce que nous faisons comme activité. Je pense qu'après, avec les questions, on pourra aller beaucoup plus en profondeur. Merci. Alors, nous tenons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Des questions? Ok. Bonjour et merci pour cet entretien. Je viens demander rapidement, vous avez introduit le Crédit Bail. Vous pouvez donner plus d'informations sur le Crédit Bail? Merci pour la question. Alors, le crédit bail, c'est, si vous voulez, c'est un crédit d'investissement. Voilà. Ça vous aide justement à acquérir des équipements pour l'exploitation de votre activité. Tant pour l'exploitation de votre activité que pour votre besoin personnel. Ça peut être un particulier qui a besoin d'un véhicule, par exemple, pour son usage personnel, qui peut éventuellement demander un crédit bail. Okay? Une entreprise qui est en phase d'expansion peut éventuellement solliciter le crédit bail pour acquérir du matériel, de l'équipement, pour développer son activité. Donc ça part du matériel roulant, comme j'ai dit tantôt, au matériel de transformation. Voilà. Deuxième question, quelles sont les conditions d'accès au crédit bail BNI? Ce ne serait pas plus simple de faire une question globale avec toutes les infos que vous voulez avoir? Je pense que c'est la dernière question. D'accord, ok. Alors, conditions d'accès au crédit bail. Vous pouvez être client ou pas client pour bénéficier justement du crédit bail à la BNI. D'accord? Et le premier document important pour l'accès au crédit bail, c'est la facture pro forma de ce que vous voulez acquérir. Voilà. Et après, par derrière, on développe avec éventuellement d'autres éléments de garantie qu'on vous demanderait. Ça va dépendre du besoin exprimé. Une autre question? Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'acquisition d'actions d'entreprise et de parts des entreprises. Donc là, je veux savoir quels sont les risques en achetant, si je peux dire ça comme ça, des parts d'une entreprise, et puis quels sont les montants aussi, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour pouvoir acquérir des parts d'une entreprise? D'accord. Ouais.
et pour acquérir des actions de genre, le tout commence par l'ouverture d'un compte titre. Parce que vous, individuellement, vous ne pouvez pas aller à la BRVM pour acheter des actions. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il y a des sociétés de gestion et d'intermédiation que nous sommes. Donc vous ouvrez un compte titre auprès de nous et c'est nous qui faisons les transactions en bourse pour votre compte. Maintenant, en ce qui concerne les prix des actions, il y en a de tous les prix. Je crois que l'action la plus moins chère, c'est EcoBank International ETI, qui coûte autour de 17 francs. 17 francs, 17 francs CFA, donc ça ne vaut même pas 25 francs. Voilà. Après, il y a Sonibra qui va jusqu'à autour des 80 000 plus. Mais voilà. Et comme les prix, ça fluctue, donc on n'a pas de prix figé. Donc l'idéal, ce serait peut-être de regarder le bulletin officiel de la cote. C'est un bulletin, une note que la BRVM diffuse chaque jour de cotation avec les prix des clôtures des différentes actions cotées. Donc ça pourrait par exemple nous orienter en termes de prix. Concernant le risque, par contre, oui, c'est risqué. L'action, c'est risqué parce que, comme je l'ai dit, c'est un type de propriété. Donc c'est comme si tu crées une entreprise. Quand tu crées une entreprise, tu prends un risque parce que ça peut, comme on dit, ça peut collapser, l'entreprise peut tomber, tu peux déposer le bilan, ou alors ça peut bien marcher. Donc quand tu achètes des actions, il faut déjà être conscient de ces risques-là. Maintenant, après, est-ce que les risques sont mitigés? Oui, parce qu'on vous accompagne. Voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'on a un service d'ingénierie et d'analyse financière qui font un travail remarquable. C'est-à-dire que chaque jour, ils s'amusent, je dis, ils s'amusent parce que c'est ce qu'ils font quotidiennement, ça fait comme de l'amusement, à aller scruter les différentes sociétés, voir dans les livres, voir dans les chiffres ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, et informer les investisseurs pour que les investisseurs viennent avec un esprit beaucoup plus critique et qu'ils sachent dans quoi ils se mettent. Donc vous êtes informés au day-to-day de ce qui ne va pas dans une société. Si aujourd'hui on vous dit par exemple qu'il y a eu un détournement de, je dis n'importe quoi, 20 milliards dans la société CIE, vous allez voir que peut-être les années qui vont suivre, la société va commencer à faire faillite. Donc ça déjà c'est une alerte pour vous dire, si vous êtes détenteur d'actions CIE, il faut déjà lever le pied, il faut commencer à céder. Parce qu'après, le coût peut chuter. Donc c'est ce genre de signaux-là que, en tant qu'actionnaire, il faut suivre. Et bien entendu, on vous accompagne, comme j'ai dit, on fait des diffusions d'analyse, des notes d'analyse, il y a les daily, les weekly, et puis voilà, tout ce qu'on peut diffuser. Je pense que Isaac pourrait ajouter quelque chose. Je vais rajouter quelque chose. En plus des services que propose BNI Finance, il y a aussi l'intérêt d'investir dans des fonds communs de placement. BNI Finance va vous permettre d'acheter directement des actions, des obligations. BNI Gestion va vous permettre d'investir dans des fonds communs de placement qui, eux, sont investis dans des actions et des obligations. En fait, l'avantage d'investir dans les fonds communs de placement, c'est que tout ce travail de sélection de fonds, de recherche d'actions, d'obligations, dans quoi on va investir, étudier les bilans des sociétés, c'est le gestionnaire de portefeuille chez BNI Gestion qui le fait. Donc, le client lambda, il a juste à acheter sa part de fonds communs de placement et il se repose après sur l'expertise du gérant de fonds qui va sélectionner les valeurs qu'il va mettre dans son portefeuille, son panier d'actions, son panier de fonds communs de placement. Et donc, il va gérer au jour le jour. C'est lui qui va faire les arbitrages, quand acheter, quand vendre. Et donc, à la fin, quand vous avez de la performance, en fait, c'est lui qui vous délivre cette performance-là. Donc c'est un complément, voilà, les deux vont ensemble. Autant vous pouvez investir dans des actions directement, dans des obligations directement, autant aussi il faut investir dans des fonds communs de placement. Voilà, je vais rajouter. Oui, je veux juste rajouter à ce que tu dis. Ce qu'il dit, c'est tellement important parce que le fonds commun de placement, c'est comme un panier, si vous voulez. Voilà. Et vous avez plusieurs types d'œufs dans le panier. Comme on dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, mais on peut avoir un seul panier et puis mettre plusieurs types d'œufs également pour mitiger le risque. Et c'est ce que les fonds communs de placement font. C'est-à-dire dans la même part que vous achetez pour un fonds, vous pouvez avoir les actions CIE, les actions Société Générale, les actions BCC, de sorte que si la CIE n'est peut-être pas en faillite, le fait que dans le même panier, il y ait les actions EcoBank ou les actions Société Générale, ça vient compenser la perte sur notre action. Est-ce que vous voyez? Alors que quand tu as toi seul dans ton portefeuille, tu n'as que les actions CIE par exemple, et c'est les actions que tu vois directement. La différence avec le fonds, c'est que tu ne vois pas les actions qui sont derrière.
On te dit juste que voici la part. Le fonds, c'est le fonds, je n'importe quoi, le fonds croissance. Oui. Tu as un fonds peut-être oblique croissance ou bien oblique sécurité. C'est le nom du fonds. On te vend la part, on va dire la part à 10 000 pour intégrer le fonds. Tu achètes peut-être 10 parts, tu débourses 100 000, tu as raison. Mais derrière, tu ne sais pas c'est quelle action qu'il y a en fait. Donc c'est les gérants de fonds qui regardent le marché et disent bon, on va acheter des actions CIE pour le compte du fonds, on va acheter des actions CDC pour le compte du fonds, on va acheter des actions Petit Sac, et ainsi de suite. Alors que quand individuellement tu ouvres un compte titre, que tu achètes directement des actions, quand toi en tant que monsieur X, tu tires ton portefeuille, tu vois M. X détient 10 actions CIE et il détient 3 actions CDC, et ainsi de suite. Donc tu vois le risque direct. Alors qu'avec les fonds communs de placement, c'est les gérants de fonds qui font tourner le portefeuille et on vous valorise juste la part du fonds. Donc c'est juste la précision que je voulais faire. Il y a une autre question, oui? Bonjour, moi c'est Marie au secours. J'aimerais savoir les entreprises concernant l'achat des actions. Il y a une condition, il y a une ancienneté. Comment ça se passe, une nouvelle entreprise? Une entreprise, on ouvre juste un compte personne morale, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de différence. Vous pouvez acheter des actions au même titre qu'une personne physique. Mais c'est la paperasse de la banque, comme vous savez. Hein. On va ouvrir avec des signataires autorisés, puisque c'est une entreprise. Voilà, donc s'il faut 2 signatures qui doivent faire foi pour une transaction, voilà, c'est ce genre d'informations qu'on demande. Et après, vous faites tranquillement les transactions. D'accord. Voilà. J'ai une petite question. L'achat d'actions se fait en plusieurs phases. C'est-à-dire que l'entreprise, par exemple, peut dire, par exemple, aujourd'hui, j'investis telle somme pour une action et le mois prochain, je complète. Comment ça se passe? Alors, je pense que le marché de l'investissement et le salon de l'investissement. Ok, donc l'investissement, quand vous faites de l'investissement, ici on parle d'épargne. Donc c'est un investissement, mais c'est de l'épargne, si vous voulez. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Alors, quand vous constituez une épargne, c'est à votre rythme que vous épargnez. On ne vous impose rien. Donc, un portefeuille titre peut commencer avec 100 000, je dis n'importe quoi, peut-être 200 000, vous avez commencé. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir que vous aurez peut-être investi 5 millions parce que vous le faites progressivement et à votre rythme, sans pression. Voilà, donc vous pouvez faire le temps que vous voulez. Oui. Moi, je vous parlais. Oui, ok, bonjour. Merci déjà pour les différentes explications données sur Pay Finance. Je souhaiterais juste savoir si vous avez une application mobile pour faciliter bien sûr la consultation de son compte et puis rendre assez autonome l'investisseur sur son compte. Merci. Oui, en effet, nous avons une application mobile qu'on appelle EasyTrade. Donc vous faites des transactions à partir de vos différents terminaux, ça peut être un smartphone, votre ordinateur, votre laptop, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des transactions et mieux, à partir du mois d'octobre, nous allons faire la bourse en ligne directe. Donc, depuis chez vous, vous allez saisir un ordre qui va aller directement à la bourse, sans passer forcément par la SGI. Voilà, parce que les deux systèmes ont été interfacés directement. Je n'ai pas bien compris. EasyTrade. EasyTrade, comme facile. Comme facile en anglais. Oui. En un seul mot. En un seul mot, oui. Ok, parfait, merci. Bonsoir. J'ai 2 questions. La première est de savoir qu'est-ce qui garantit la fiabilité du SGI. Et la deuxième est de savoir s'il existe des mécanismes qui sont mis en place qui permettent à tous les investisseurs de suivre directement leurs investissements sans avoir besoin de revenir encore à la SGI. Je m'explique. J'investis en passant par la SGI. Pour toutes les autres opérations que j'aurai à mener, des vérifications, des suivis, est-ce que je suis obligé de revenir encore vers cette même SGI parce que c'est elle uniquement qui a le contrôle sur les investissements que je fais via son canal, ou il existe des mécanismes pour que je puisse les suivre partout où je vais me trouver sans avoir besoin de revenir vers eux? Merci. Merci. Je crois que votre question rejoint la précédente. On a un applicatif qui vous permet de faire des transactions. Ça vous permet également de voir votre portefeuille en temps réel.
C'est comme pour la banque Penny Online. Voilà. Vous pouvez avoir votre état, votre relevé en temps réel sur votre écran. Voilà. Et toutes les transactions que vous faites, la première prise de contact, c'est pour l'ouverture du compte. Une fois que le compte est ouvert et que tous vos documents sont clean, quel que soit là où vous vous trouvez au pôle Nord, vous pouvez faire les transactions à partir de votre application sans problème. Il suffit que vous ayez les titres. Si vous voulez céder les actions, il faut avoir les titres en portefeuille. Si vous voulez en acheter, il faut avoir la liquidité. C'est tout. C'est la seule condition. Après, je vais peut-être ajouter quelque chose. Il y a des questions de compliance, des trucs qu'il faut revoir. Il faut après revoir vos informations. Si vous êtes toujours à la même adresse, si vous faites toujours la même activité. Donc, nous sommes une LGI, nous avons une activité qui est très régulée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, que vous connaissez. Et donc, on a des contrôles inopinés, on fait de tout. Donc, ça fait qu'on est beaucoup regardant sur le volet conformité et le volet risque. Avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux. Donc, ça fait que souvent, périodiquement, on vous appelle, on vous demande de ramener les documents, votre justice de domicile. Et si vous êtes toujours à un gré, comme vous avez dit il y a 2 ans, peut-être que maintenant vous êtes quelque part vers la Zawad, là-bas, vous continuez à faire des transactions, vous donnez des actions, créer de l'argent pour financer les terroristes. Donc c'est juste pour tout ça, sinon voilà. Il y a une autre chose aussi. Oui. On va faire des mises à jour de profil de risque. Parce que votre profil de risque il peut évoluer dans le temps. Vous êtes jeune actif, vous commencez à travailler, vous pouvez prendre du risque par rapport à quelqu'un qui va partir à la retraite, qui a besoin de sécuriser son épargne. Donc en fonction de l'évolution de votre vie, voilà, on va faire un update de votre profil de risque. Très bien. Oui, d'accord, j'ai du coup. Monsieur qui voulait... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. En tant qu'étudiant en économie, j'ai été très ébloui par votre exposition. Et donc, j'aimerais savoir si vous acceptez des stagiaires au niveau de Penny Finance. Et par ailleurs, j'aimerais aussi savoir quel est le lien entre un fonds de placement et un club d'investissement. C'est pas la même chose. Et aussi. Merci pour votre question. Excusez-moi. Allez-y. Excusez-moi. Et aussi savoir, est-ce que vos fonds communs de placement se font par palier ou est-ce que l'étudiant ou est-ce que comme je le disais, j'aimerais savoir, est-ce que vos fonds communs de placement se font par palier, c'est-à-dire, excusez-moi, comme je le disais, j'aimerais savoir, est-ce que vos fonds communs de placement se font par palier, c'est-à-dire, il faut avoir certains revenus pour pouvoir accéder à tel palier, ou est-ce qu'un étudiant avec un revenu, par exemple, de 20 000 peut participer à un palier beaucoup plus élevé. Merci pour tes différentes questions. Écoute, BNI, comme BNI Finance, BNI Gestion, est toujours à la recherche de talents. Donc, on est à la recherche de stagiaires, de futurs employés, de futurs collaborateurs. Donc, tu peux très bien transmettre ton CV. Et nous, on se chargera de le transférer au RH qui examineront, et puis en fonction des opportunités, voilà, te proposer quelque chose. Quelle est la différence entre fonds commun de placement et club d'investissement? Un fonds commun de placement, en fait, c'est un panier. C'est, on va dire, la société de gestion crée un fonds commun de placement dans lequel elle va permettre à tout le monde d'investir. Donc ça peut être des particuliers, des entreprises, des institutionnels qui vont mettre en fonction de... Voilà, le particulier met, je donne un exemple, 100 000, l'institutionnel met 1 milliard,
la société met 500 millions, voilà. Et avec tout cet argent, en fait, la société de gestion, elle, maintenant, elle va sur le marché, et elle va sélectionner les actions, les obligations qu'elle va mettre dans son panier. Voilà. Donc elle va décider, j'achète du Société Générale, j'achète du BNI, j'achète des valeurs orange, j'achète la citable, voilà. Et en fonction, va gérer tous les jours, va regarder un peu son portefeuille, comment il se comporte, en fonction des informations du marché, va décider de vendre certaines valeurs, de se renforcer dans d'autres valeurs, d'acquérir de nouvelles valeurs. Voilà. Le club d'investissement, c'est quoi? C'est que on peut être des amis, 10 amis, on dit, bon, on veut investir sur les marchés financiers, chacun met 100 000. Avec ces 100 000 là, on va avoir, bon, à 10, on va avoir 1 million et on décide maintenant d'investir. Cet argent, on pourra l'investir soit dans des titres vifs, donc dans des actions, des obligations, soit on pourra l'investir aussi dans des fonds communs de placement. Voilà. Le club d'investissement, c'est le fait de se rassembler, de dire, ah, on se met à plusieurs pour avoir plus d'impact, pour investir dans certaines valeurs. Et cet argent que vous allez collecter peut être investi maintenant dans un fonds commun de placement. L'autre question, c'était quoi? Est-ce qu'il y a un minimum pour investir sur les marchés financiers? Il n'y a pas de minimum. En fait, un étudiant peut investir dans des fonds communs de placement. Quelqu'un qui a des revenus un peu plus conséquents peut investir dans des fonds communs de placement. Ça dépend de la valeur de la part. Je vous ai donné l'exemple de Oblique Sécurité, qui est notre fonds obligataire. La part a commencé à 10 000 francs. Et aujourd'hui, elle est à peu près, la voisine est 11 000 francs. Donc, le minimum pour investir sur ce fonds, il faut au moins avoir entre 10 et 20 000 pour pouvoir au moins investir dans une part. Voilà. On a d'autres fonds, les parts ont commencé à 2500 ou à 3000 ou même à moins. Voilà, en fait, c'est en fonction du montant de la part que tu peux investir. Donc, tu as 20 000 francs, imagine, la part est à 2500, ça te permet d'avoir plusieurs parts. Voilà. Il n'y a pas de restriction, on ne demande pas un minimum, on ne demande pas un certain montant de revenus pour pouvoir investir sur les marchés financiers. C'est ça l'avantage. C'est que tout le monde peut se lever, aller ouvrir un compte titre, y loger des actions, des obligations, des fonds communs de placement. Voilà, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Oui. Au niveau de BNI Finance, par contre, il y a un minimum, parce qu'on s'est dit que quand on fait des opérations en bourse et tout, il faut avoir un minimum de sous-placement pour le portefeuille en fait. Voilà. Mais une fois que ce minimum est fait, que le compte est déjà ouvert, le reste, vous le faites à votre rythme. Si vous voulez 15 000 francs à la fin du mois, bien 15 000 francs dans 2 mois, il n'y a pas de souci. Mais il faut un minimum parce qu'après, il y a tout un système derrière pour ouvrir le compte, travailler et tout. Donc on s'est dit qu'avec un minimum de 300 000, la personne est vraiment intéressée par la bourse en fait. Maintenant, comme j'ai dit, le reste, c'est à votre rythme. 15 000, 20 000, vous faites des virements permanents pour qu'on achète des actions à chaque fois pour compléter le portefeuille. Voilà. Donc, voici un peu la petite condition. Peut-être que ça va changer après, mais pour l'instant, voilà. Oui. Merci bien. Je suis M. Yapi. Ma question va se situer sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau, j'aimerais intervenir au niveau même des SGI. Voilà. Parce qu'on voit que c'est intéressant, le marché boursier, ça suscite beaucoup d'intérêt. Mais on a l'impression que dès qu'on souscrit chez une SGI, on est laissé pour compte. Donc la première question, déjà, c'est de savoir quel est l'élément de différenciation de la BNI, puisque vous êtes là aujourd'hui, peut-être que d'autres pourront se signaler aussi, par rapport aux autres SGI. Voilà. Parce que l'investisseur, souvent, n'est pas trop informé, mais on veut investir. Mais quel est le rapport, quel est le lien, quel est vraiment l'avantage? C'est la première question. Deuxième question, c'est au niveau même des marchés financiers. Si vous regardez bien sur le marché local, qui est la BLBM,
entre 2014, 2015, 2016, c'était vraiment l'embellie. À partir de 2018, patatras, le marché a chuté. Bon, ma question est de savoir, en tant que SG, est-ce qu'il est obligé uniquement que de mettre son argent dans les marchés boursiers, puisque là, vous financez le marché des capitaux. Donc, vous pouvez vous attaquer plutôt à d'autres compartiments du marché. Même la BRM a décidé même d'avoir un compartiment. Donc, pourquoi ne pas diversifier vraiment votre offre en termes d'investissement? Voilà. C'est mon deuxième niveau de question. Le dernier niveau. Vraiment, c'était de savoir si peut-être que vous êtes au courant, quelles sont les mesures que l'État ou le gouvernement fait pour vraiment inciter les populations, le public, à pouvoir vraiment investir. Parce que lorsque vous arrivez chez les EGI, vous avez bien fait d'expliquer qu'à BNI Gestion, BNI Finance, il y a un petit minimum. Vraiment, ce minimum n'est pas petit. Voilà. Il faudrait 500 000, 1 million, 2 millions, 5, 10 millions. Ce n'est pas petit minimum. Si on pouvait commencer à partir de 500 000 francs, je vous assure que c'est ça le minimum. BNI, c'est 300 000. Hein. Ah, 300 000. Au moins, il fait effort. Voilà. Sinon, tout là, c'est pas petit. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement en termes de négociation, en termes de pourparlers? Je veux que ce soit vraiment généralisé. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre question, sinon votre série de questions. Concernant la première question sur la valeur ajoutée que BNI Finance pourrait proposer aux investisseurs, nous sommes dans une logique de perpétuelle amélioration. On essaie de faire les choses de mieux en mieux, de sorte qu'on soit à un niveau où on est vraiment au top. Donc ce que nous faisons là actuellement, c'est d'informer le client et de l'éduquer également. Donc on accorde beaucoup d'écoute aux clients. Peut-être que nous est jamais arrivé dans nos locaux. Sinon, si vous arrivez, vous allez voir que le secrétariat est débordé parce que tout le monde, on reçoit tout le monde. Même moi, en tant que responsable du marché des capitaux, je reçois des clients dans mon bureau. Ailleurs, ça ne se fait pas. Il va devoir voir les gestionnaires, on ne va pas connaître. Je les reçois, je les écoute, je prends le temps de l'écouter. Quand je regarde les portefeuilles, souvent c'est 300 000, 500 000. Je m'assois, j'écoute la personne. Et après, lui, il y a un autre client qui va venir, qui a un portefeuille de 300 millions, de 500 millions. Je l'écoute également. Donc, on ne fait pas de différenciation déjà au niveau des clients. On reçoit tous les clients normalement. Ce que nous faisons au niveau de l'accompagnement, c'est qu'on envoie un fichier Excel à nos clients. Et ça, je demande à ce que ça se fasse régulièrement. Donc, on leur envoie un fichier Excel qui leur permet de faire un suivi de leur propre portefeuille. Et faire des simulations même d'achat d'actions en fait. Donc on dit, Monsieur X, vous avez des actions CIE, SODECI, voilà. On vous a un fichier Excel où il y a déjà une matrice, il y a déjà les formules et tout. Vous mettez juste la quantité de l'action que vous voulez acheter et puis le coût auquel vous voulez l'acheter, ça vous donne ce que vous allez débourser pour pouvoir l'acquérir. Donc on intègre et les frais de coûtage et les frais de la DRVM, du DCVR et la TOB, qui est donc la taxe sur les opérations boursières. Et tout ça, c'est pour permettre aux clients d'être beaucoup plus, d'avoir une visibilité plus claire et plus simple de la chose. Donc, on fait toutes sortes d'accompagnements au niveau des clients. Donc, soyez rassurés, vous pouvez venir investir chez nous. Et c'est pareil pour BNI Gestion également. L'écoute, le directeur commercial, chaque jour, il va rencontrer des clients. Il se déplace même parler à des domiciles pour rencontrer des clients, pour échanger. Donc, c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Nous disons que nous sommes une société d'État. Et c'est notre rôle d'éduquer la population. Les autres, peut-être, c'est les groupes bancaires internationaux, donc ils sont dans un esprit business. Mais nous sommes une société d'État. Nous avons, je dirais, cette double tâche d'aider la population à avoir une éducation financière qui est beaucoup plus améliorée. Et c'est à cela que nous intégrons. Voilà. Le deuxième volet de votre question, ça concernait l'évolution de la bourse. Pourquoi en 2015, il y avait une sorte d'embellie, et puis en 2018-2019, ça a baissé. Là, ça peut le reprendre d'ailleurs. Donc ça, je dirais que ce sont des événements normaux qui arrivent sur des bourses. Voilà. En 2008, vous avez eu la crise des subprimes qui a fait bouger
toutes les bourses internationales, à commencer par les États-Unis et par effet domino, ça a contaminé, ou effet boule de neige du moins, ça a contaminé toute la planète. Donc c'est des choses qui peuvent arriver pour une raison ou pour une autre. Soit parce qu'un titre a été mal évalué, ou bien il a été sous-estimé, ou bien il a été surévalué. Donc c'est les deux cas. Quand on évalue mal un titre, soit on le surestime, ça a été par exemple le cas. Bon, je ne peux pas me prononcer parce que sinon je vais avoir des problèmes avec les acteurs. Mais il peut arriver qu'une société fasse son introduction en bourse et dise que pour moi mon action c'est évalué peut-être à 10 000 francs. Alors que la vraie valeur, la valeur intrinsèque de l'action, ça devait être peut-être autour de 4 000, 5 000. Donc quand il vend à 10 000 et ça va à la bourse à la valeur de 10 000, forcément ça va se corriger. Ça c'est normal, c'est ce qui arrive sur les marchés financiers. Et en se corrigeant, en voulant tendre vers sa vraie valeur, il baisse, au fur et à mesure il baisse. Et ça joue avec l'indice boursier qui est dans son compartiment, ça c'est un. Et ça joue également avec la panique que ça va créer au niveau des investisseurs. Donc c'est tout ça qui peut faire bouger les marchés. Il y a aussi le cas où le titre lui-même, il n'a pas de problème en tant que tel, mais peut-être il subit la chute des ventes. C'est-à-dire, et vous allez voir que les cycles, c'est généralement dans les années électorales, et peut-être les périodes de fête, ou bien les périodes de rentrée scolaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ventes, très souvent, parce que les gens ils veulent vendre les titres, peut-être pour aller se mettre à l'abri, pensant que s'il y a des élections, le pays va exploser comme une bombe atomique. Il y en a aussi qui vendent des titres pendant les vacances parce qu'ils veulent s'offrir des vacances de luxe et tout. Et donc, tu vois quelqu'un qui vend une action au prix du marché. Et les acheteurs, s'ils tirent vers le bas, ils sont vicieux, donc il va tirer le cours vers le bas. Donc, du moment où M. X accepte de vendre son action à un prix, je ne sais n'importe quoi, à 10 francs, et qu'il y a une contrepartie derrière, il y a un acheteur qui achète à 10 francs, même si l'acheteur se porte bien, même si la société fait 10 milliards de résultats nets, peu importe, le prix va baisser parce que c'est à ce prix-là qu'il y a eu une transaction. Est-ce que c'est comment? Donc vous allez voir que le prix de l'action baisse, pas parce que la société est en faillite, pas parce qu'il y a eu un détournement de la société, mais parce qu'un seul individu a décidé de brader ses actions parce qu'il a besoin d'argent. Donc c'est ces différents événements qui peuvent influer sur les cours boursiers. Je vais compléter. Le principe même du marché financier, c'est de fluctuer, d'avoir des cycles, des périodes d'expansion, des périodes de baisse. Mais on va dire globalement, dans une longue période, c'est toujours une pente ascendante. Ça va fluctuer sur des courtes périodes, et sur 10, 15, 20 ans, ça va être toujours progressif. Ça, c'est le principe même des marchés financiers. Après, il est important aussi que le client, comme on dit, fasse de la diversification, ne mette pas tous ses œufs dans le même panier. J'ai de l'argent à investir, je vais mettre un peu d'argent sur mon compte d'épargne qui va être bloqué, qui va me rémunérer un certain montant, qui est disponible quand j'en ai besoin, quand j'ai des urgences. Je vais faire un DAT bloqué sur 5 ans qui va me rapporter un tel montant. Je vais mettre un peu sur les marchés financiers, le fait d'acheter des actions, des obligations, des fonds communs de placement. Je vais même acheter des terrains aussi pour attendre que ça prenne de la valeur pour les revendre. C'est ça en fait le principe de la diversification. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Au niveau des marchés financiers, la BRVL aujourd'hui, on n'a pas une quarantaine de valeurs, mais ça va progressivement évoluer. Il y a un programme d'interconnexion des bourses. Donc, c'est pas la bourse du Maroc, la bourse du Nigeria, la bourse du Ghana, l'Afrique du Sud, voilà. Progressivement, on va arriver à ce type d'interconnexion. Donc, un client qui est basé à Abidjan pourra via la BRVM acheter des actions en Afrique du Sud, acheter des actions au Maroc, acheter des actions au Ghana, tout ça. Mais bon, ça ne va pas se faire aussi du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais on y travaille. Voilà un peu ce que je voulais. Et puis, pour peut-être revenir sur ce que Isaac disait, c'est vrai que le prix de l'action peut baisser, mais il ne faudrait pas céder à la panique en fait. Parce qu'il y a des gens aussi, on a vu aussi par notre petite expérience, des investisseurs qui sont fait beaucoup d'argent
Parce que tout simplement, pendant que le prix de l'action baissait, ils ont acheté beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, dans tous les cas, ça va se corriger. Si c'est surévalué, ça va se corriger en descendant. Si c'est sous-évalué, ça va se corriger en montant. Donc si, pour une raison ou une autre, le prix de l'action a baissé de façon peut-être considérable, c'est le moment d'acheter en fait. Voilà. Et peut-être on va faire un petit exercice, une sorte de une explication, on va dire, basique. Supposons que vous partez au marché pour acheter des oranges. Vous allez sur la première table, vous achetez 10 oranges, sinon on va prendre 5 oranges, pour ne pas faire long. Vous achetez à 100 francs l'unité. C'est bon? Vous achetez 5 oranges à 100 francs l'unité. Ça vous fait 500 francs de dépenser, n'est-ce pas? Et supposons qu'en sortant peut-être du marché, vous trouvez là au bord de la route une autre dame qui vend des oranges, mais elle vous les fait à 50 francs l'unité. Vous achetez aussi 5 oranges là-bas, n'est-ce pas? Ça vous fait 250 francs de dépenser pour la deuxième table. Et in fine, dans votre panier, vous avez 10 oranges. C'est bon? Et vous avez dépensé combien? 750 francs pour les 10 oranges. N'est-ce pas? Quand on va faire la moyenne, le prix moyen d'une orange dans votre panier, ça ne sera pas 50 francs, ça ne sera pas 100 francs non plus, ça sera 75 francs. Est-ce qu'on se comprend? Ça sera 75 francs. Donc ça réduit votre coût moyen d'achat. Quand vous avez déjà acheté une action chère et que le prix baisse, que vous n'avez pas d'informations sur la valeur intrinsèque de la société, sur ses activités, sur son management qui va vous donner des raisons de douter ou de craindre, il faut acheter ces actions-là encore. De sorte que ça puisse réduire votre coût moyen. Et quand c'est comme ça, le jour où le prix de l'action commence à remonter, vous commencez à faire des bénéfices à un certain niveau. Donc supposons que vous rentrez à la maison le soir et que le ministre du Commerce fasse une communication à la télévision pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, toutes les oranges sur le marché, c'est à 100 francs l'unité. On ne va plus vendre en dessous, on ne va pas vendre au-dessus. Quand vous allez regarder dans votre panier, vous allez voir que vous ferez un bénéfice de 25 francs sur chaque orange que vous allez revendre. Est-ce qu'on se comprend? Si vous n'avez pas racheté les oranges de 50 francs, que vous avez seulement les oranges de 100 francs, quand il dit c'est à 100 francs l'unité, ça ne vous rapporte rien. C'est bon? Si par contre vous avez seulement les oranges de 50 francs, que vous n'avez pas acheté celles de 100 francs, comme ça allait vous rapporter grande chose. Mais supposons aussi que le ministre dise que les oranges sont à 50 francs maintenant. Si les oranges sont à 50 francs, vous allez perdre combien? 25 francs sur une orange. Si vous avez seulement les oranges de 100 francs, que ça baisse, vous allez perdre 50 francs sur une orange. Donc c'est ce genre de petits calculs qu'il faut faire. Quand il n'y a pas de problème sur la société, il faut acheter même quand ça baisse. Parce que ça réduit votre coût moyen. Dès que ça remonte, vous commencez à faire des bénéfices. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce que si vous avez par exemple seulement que les actions de 50, quand le prix va monter à 75, ou bien quand le prix va monter à 100 francs, vous allez voir que c'est à partir de 100 francs sur lequel vous allez commencer à faire des bénéfices. Si vous avez acheté seulement celle de 100 francs, on dit c'est 100 francs, vous ne faites pas de marge parce que c'est votre prix initial auquel vous l'achetez. Donc voilà, il ne faut pas céder à la panique n'importe comment. C'est tout ce que je pourrais ajouter. Maintenant, la dernière préoccupation, c'était sur qu'est-ce qu'on fait avec l'État pour éduquer la population et tout. Je pense que c'est à ce genre d'événement, à ce genre d'atelier. On fait aussi, on prévoit de faire des semaines initiales également. Là, nous sommes en train de s'organiser au niveau du groupe pour pouvoir aller dans toutes les régions. Parce que Abidjan, tout le monde est à Abidjan, mais après, les gens de l'intérieur sont très souvent laissés pour compte. Donc, on va faire des tournées régionales pour pouvoir démystifier les questions de la bourse et tout, pour les rendre accessibles à tout le monde. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait. Oui. Bonsoir. Moi, c'est Herman Jodier. J'aimerais savoir quel est le taux de recouvrement des prêts à la main et pour un entrepreneur, bien sûr. Et concernant la bourse, on est tous conscients que la bourse est risquée. On est tous conscients, on n'a aucun contrôle sur la bourse. Qui va monter, qui va descendre, on ne sait pas. Et quelle est la garantie? Pour un investisseur, on vient pour investir. Quelle est
Merci pour la question. Alors, ta première question c'est de savoir à quel taux sont remboursés les prêts, c'est bien ça? D'accord. Alors, les taux sont fonction, comme je disais tantôt, du besoin exprimé, du montant sollicité et du chiffre d'affaires aussi que vous avez. Ouais, il y a plusieurs critères qu'on utilise pour déterminer un taux de remboursement pour un prêt. Mais à la BNI, il faut savoir que oui, nous ne pratiquons pas de taux usurier. Voilà. Le taux d'usure, on le sait, il est à plus de 15%. Nous sommes en deçà déjà. Donc, on part, je vais dire quelque chose d'un peu bilan. On peut aller de 8% à 12%, par exemple. Donc, tout dépendra justement de votre chiffre d'affaires, de votre besoin exprimé et puis de votre catégorie dans laquelle vous êtes placé. Voilà. Maintenant, de ce qui est de la garantie de... Je vais répondre. Ok. Je vais dire quelque chose, en fait, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quand on veut prendre du risque, on veut investir, on prend forcément un risque. Maintenant, on peut le mesurer, ce risque. Si vraiment la personne ne veut pas prendre le risque, qu'elle aille sur des produits bancaires, du compte d'épargne, du DAT, au moins là, elle a une garantie. Elle sait que je vais mettre mon argent sur un DAT, il va me rapporter 3,50. À la fin, je sais combien je touche, je n'ai pas pris de risque. Dès qu'on veut aller sur les marchés financiers, il faut être prêt à se dire que je peux perdre une partie ou la totalité de mon capital. Maintenant, tout dépend de ma propension à prendre ce risque-là. C'est pour ça qu'on va toujours... Déjà, quand vous allez venir investir, on va vous faire remplir un questionnaire. On va vous poser plein de questions pour pouvoir déterminer votre profil de risque. On va aussi vous dire, aujourd'hui, votre patrimoine, il est de combien? Je vais donner un exemple. Si aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je regarde mon patrimoine, en tout et pour tout, j'ai 10 millions de patrimoine que je ne veux pas prendre de risque. Je ne vais pas mettre tous ces 10 millions dans des actions. Ce serait fou de ma part. Je vais mettre une partie dans des choses sécurisées et maintenant, c'est peut-être une faible proportion de ce montant-là que je vais investir sur les marchés financiers. C'est-à-dire, je vais investir peut-être 500 000, je vais investir peut-être 1 million pour pouvoir profiter de la performance du marché financier. Mais je ne vais pas mettre tous mes 10 millions dans les marchés financiers. C'est comme ça qu'il faut agir en fait. Tout investissement comporte du risque. Vous achetez un terrain, vous prenez du risque aussi. Ça peut doubler, effectivement, si vous achetez à la Riviera 4, vous achetez à 20 millions, vous le revendez à 500 millions. Mais du jour au lendemain, il peut avoir, je ne sais pas, l'État peut vous exproprier. On a vu plein d'exemples, le troisième point. Vous avez votre terrain en vous, vous êtes propriétaire, on vous verse une compensation, vous vous retrouvez avec, voilà, le montant qu'on vous verse ne correspond même pas à la valeur du terrain. Donc tout investissement comporte du risque. Maintenant, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque ou je ne suis pas prêt à prendre ce risque? Si je ne suis pas prêt, je vais investir dans des valeurs sécurisées qui vont me rapporter du 3,50, du 2%, et puis je suis content, tout en sachant que je pourrais avoir du 10, du 20, 100% de bénéfices, mais en prenant un peu de risque. Voilà, c'est ce calcul-là qu'il faut faire en fait. Et pour vraiment tous les clients qui n'ont pas envie de prendre de risques, on les oriente sur des produits peu risqués. On va les orienter par exemple sur des obligations. Une obligation, ça dépend après de quelle obligation. Une obligation de l'État de Côte d'Ivoire, on va dire, on monte en décembre. L'État de Côte d'Ivoire, ça va être difficile que l'État fasse faillite. Il y a eu des États qui ont fait faillite. Il y a eu l'Argentine, il y a eu des exemples, la Grèce. Mais c'est très rare. Donc, vous investissez dans des obligations de l'État de Côte d'Ivoire, on va dire,
pendant 8 ans, l'État émet son TPCI pour une durée de 8 ans. Pendant les 8 ans, vous touchez vos intérêts. À l'échéance, on vous rembourse. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont peu risquées. Donc, les personnes qui ne veulent pas prendre de risque vont aller sur ces valeurs-là. Alors qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont envie de prendre des risques, qui ont envie de maximiser leur profit. Et eux, en connaissance de cause, ils vont aller sur des produits risqués. Moi, j'ai un exemple comme ça, un client que j'avais qui est investi qu'en action, son portefeuille est investi qu'en action. Son portefeuille a été multiplié par 4 avec la reprise des marchés financiers. Aujourd'hui, il se retrouve avec un portefeuille qui fait plus de 6 milliards. Mais il a pris le risque d'investir dans des choses. Il est conscient que du jour au lendemain, de 6 milliards, son portefeuille peut descendre à 0. Mais ça ne l'empêche pas de dormir. Voilà. Ce qu'il fait, c'est qu'il va régulièrement, chaque année, avec toutes les valeurs qu'il a, il touche 500 millions de dividendes. Donc c'est pas mal. Ça permet de relativiser par rapport au risque qu'on prend sur les marchés financiers. Donc, on est toujours gagnant en prenant un minimum au maximum de risque. On ne peut pas dire qu'on veut avoir le beurre, l'argent du beurre, sans prendre de risque, malheureusement. Il faut à un moment prendre un risque, il faut pouvoir le mesurer aussi, il faut que ce risque soit mesuré. Voilà. Je ne sais pas si tu veux conclure. Oui, le marché financier, ça arrive avec le risque en fait. Et puis, vous êtes entrepreneur, vous avez parlé en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise. Une entreprise, déjà, le fait d'être une entreprise, c'est un risque déjà. Entreprendre, c'est prendre un risque. Donc, ce n'est pas le risque du marché financier qui va vous, normalement, bousculer, vous ébranler. Et puis, sachez également que plus vous prenez de risques, plus l'espérance de gagner est élevée à la bourse, c'est ça. Peut-être que c'est que les gens oublient très souvent, quand le prix de l'action baisse, ils oublient qu'il y a eu des années où ils ont engrangé des dividendes. Ils oublient ça en fait. Bon, j'ai acheté mon action à 15 000, aujourd'hui c'est 8 000, j'ai perdu. Alors que peut-être pendant 5 ans, 6 ans d'affilée, il a touché des dividendes qui, pour certains, sont des rendements de dividendes de 12 à 15%. Une action peut-être qui a une valeur de 15 000 et puis la société paye 1 500 de dividendes. Ça fait 10% de rendement dividendes. Et ça, c'est pas négligeable. Et ça, aucun DAT ne va te rapporter ce rendement-là. Aucun DAT dans une banque. Voilà. Donc, c'est aussi ça. L'autre chose que je peux rajouter, c'est que quand les actions baissent, il faut garder la tête froide. Beaucoup d'investisseurs paniquent. Dès que la valeur baisse, ils vont se dire « Ah, bon, je suis en train de perdre de l'argent, il faut que je vende. » Alors que c'est en vendant qu'il va matérialiser maintenant cette perte. Quand l'action baisse, la perte elle est potentielle. J'ai acheté à 20 000, aujourd'hui c'est à 10 000. Il faut que je garde la tête froide, attendre que ça remonte. Tôt ou tard, ça va remonter. Prendre son temps. Les investissements sur les marchés financiers, ce n'est pas pour investir 6 mois. J'investis aujourd'hui, au bout de 6 mois, je sors. Non, ça demande du temps. C'est des choses sur lesquelles on va partir pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus. Je pense qu'on a débordé. C'est bon? Oui, on a débordé. Donc, merci à tous pour ces échanges. Et puis, on se tient à votre disposition au stand de BNI pour ceux qui ont d'autres questions, qui voudraient avoir des infos sur les activités de la banque, les activités de BNI Finance, les activités de BNI Gestion. Merci.